Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir, spécial pas idée. Avant de commencer la vidéo, je vous invite bien entendu à laisser un petit commentaire car c'est votre interaction qui va pousser l'algorithme à la mettre en avant afin de la faire découvrir à plus de monde. Également, n'hésitez pas vous-même à prendre les devants en la partageant avec un maximum de personnes afin de la faire découvrir et de faire découvrir la chaîne par la même occasion. Comme d'habitude, je vous encourage à liker la vidéo car plus vous allez interagir dessus et plus elle sera mise en avant par la plateforme. Et d'après les statistiques de la chaîne, vous êtes une majorité à regarder mes vidéos sans être abonné, alors je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Sur ce, commençons. Comme vous le savez peut-être, dans 2 jours, nous serons le 14 mars, jour où l'on célèbre le nombre pi. Pour ce faire, je vais parler du nombre pi avec quelque chose dont je n'ai pas parlé depuis un moment. En effet, ça fait longtemps que je n'ai pas abordé la suite de Fibonacci, et vu que je travaille actuellement sur une nouvelle vidéo sur cette fameuse suite, je me suis dit qu'il serait assez intéressant de mettre en lien les 2 sujets. C'est donc pour cette raison que dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir qu'il existe un lien fort entre la fameuse suite de Fibonacci et le très célèbre nombre pi. Ce lien n'est pas du tout évident à première vue, et ne l'est pas beaucoup plus lorsque l'on se triture le cerveau, mais devient tout de suite logique lorsque l'on voit le calcul liant ces 2 célébrités des mathématiques. Pour lier ces 2 objets qui n'ont a priori rien à voir, nous avons besoin d'un liant, une fonction trigonométrique. Si jamais vous ne savez pas ce qu'est une fonction trigonométrique, je vous renvoie vers cette vidéo où j'explique leur fonctionnement, mais en version simplifiée, sachez qu'il s'agit simplement de fonctions permettant de lier dans un triangle les longueurs des côtés de ce dernier avec la mesure de ses angles. Et la fonction trigonométrique que nous allons utiliser est très exactement la fonction réciproque de la fonction tangente qui s'appelle l'arc tangente. Une fonction réciproque, pour être extrêmement simple et schématique, c'est une fonction qui inverse l'action d'une autre fonction, comme par exemple la racine carrée qui inverse la mise au carré et permet de retrouver le nombre de départ. Petit point important à préciser, il existe 2 conventions de notation pour cette fameuse fonction. La première consiste à reprendre l'abréviation de la fonction tangente, à savoir tan, et de lui ajouter le préfixe arc afin de préciser que l'on parle bien de l'arc tangente. L'autre convention consiste à considérer que puisque la fonction arctangente est la réciproque de la fonction tangente, alors elle inverse le calcul de la tangente et elle peut donc être notée tan puissance moins 1. Parce que bien sûr, en termes de puissance, moins 1 correspond à un inverse. Oui, ça va chercher de façon pointueuse dans les fondamentaux, mais voilà, sachez qu'il existe ces 2 conventions, donc ne vous étonnez pas de rencontrer ces 2 écritures, soit sur des calculatrices, soit directement dans les calculs. Mais ce n'est pas le sujet. Revenons à cette fonction arctangente. Notre départ est très simple, et va être que pi sur 4 est égal à arctangente de 1. Jusqu'à présent ce n'est rien d'exceptionnel, c'est même une des valeurs remarquables de la fonction. Maintenant, il va nous falloir utiliser une propriété très intéressante de l'arctangente, qui nous dit que pour 2 valeurs a et b, on a l'égalité suivante, à savoir que l'arctangente de a plus l'arctangente de b est égal à l'arctangente de a plus b divisé par 1 moins a fois b, à la condition bien sûr que a fois b soit différent de 1. Bon, je ne vais pas expliquer dans le détail comment à chaque étape trouver les nombres a et b qui nous intéressent à partir de notre nombre de départ, parce que ça n'est pas le sujet, mais je vous invite, si vous le souhaitez, à vérifier mes dires en effectuant vous-même les calculs dans l'autre sens. Quoi qu'il en soit, grâce à cette formule, nous allons pouvoir réécrire notre arctangente de 1 dans l'égalité. Nous allons trouver 2 valeurs qui vont être intéressantes, à savoir a qui est égal à 1/2 et b qui est égal à 1/3. On a donc arctangente de 1 qui va être égal à l'arctangente de tout le bousin et qui va être égal à l'arctangente de 1/2 plus l'arctangente de 1/3. Notre première étape est finie. Et au passage, cette formule est connue sous le nom de la formule d'Euler-Machin, d'après son premier découvreur, John Machin, ou Machin en français, qui la publia en 1706, et Leonhard Euler, celui qui l'a popularisé en 1737. Bon, c'est pas du tout pratique, on dirait qu'on se complique la tâche plus qu'autre chose, ce qui n'est pas totalement faux, mais on va arriver au résultat qui nous intéresse. Notre premier terme, en arctangente de 1/2, nous n'allons plus le toucher, il est très bien comme ça. Nous allons par contre retravailler le second terme, arctangente de 1/3. Cette fois-ci, la décomposition va nous donner du arctangente de 1/5 et arctangente de 1/8. Encore une fois, on va garder le terme avec le dénominateur le plus petit, à savoir le 1/5, et transformer le dernier terme,
à savoir le 1/8, qui va donc devenir arctangente de 1 sur 13 plus arctangente de 1 sur 21. Et encore une fois, on va recommencer, on garde le terme en 1 sur 13, et on retravaille le 1 sur 21, qui devient alors arctangente de 1 sur 34 plus 1 sur 55. Et encore une fois, on va recommencer, on garde le 1 sur 34, et on retravaille le 1 sur 55, qui devient arctangente de 1 sur 89 plus arctangente de 144. Et à chaque étape, ça sera toujours la même rengaine. Le dernier terme en arctangente va être retravaillé pour en donner deux nouveaux, le premier que l'on va garder, et le second que l'on va à son tour retravailler. Alors, je vous avais dit que la suite de Fibonacci était impliquée dans le calcul. Et c'est vrai. Même si, à première vue, on ne voit pas trop où elle se cache. Eh bien, pour que ce soit plus clair, je vais vous afficher les nombres de la suite. Je vais utiliser la version la moins courante de l'initialisation, à savoir f0 qui est égal à 0 et f1 qui est égal à 1. Ça change rien mais ça va nous simplifier les calculs pour la suite. Les nombres suivants vont donc être f2 égale 1, f3 égale 2, f4 égale 3, et ainsi de suite, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... Et là, normalement, vous devriez voir que le voile va petit à petit se lever et admirer la magnifique technique de cache-cache de la suite de Fibonacci. En effet, en y regardant de plus près, à chaque fraction contenue dans les termes en arctangente, on remarque qu'il s'agit à chaque fois d'un nombre de la fameuse suite de Fibonacci, mais pas tous. Le 1 sur 2, le 2, c'est le terme f3, le 1 sur 5, le 5, c'est le terme f5, le 1 sur 13, le 13, c'est le terme f7, le 1 sur 34, le 34, c'est le terme f9, et ainsi de suite. Et oui, seuls les termes de rang impair de la suite de Fibonacci vont apparaître dans cette somme. Donc nous pouvons écrire, de façon compacte avec le symbole sigma cette somme, ce qui nous donne que pi sur 4 est égal à la somme de tous les arctangentes de 1 sur f, et il faut encore trouver comment indexer cette somme avec notre variable i. Nous n'avons que les termes de rang impair qui apparaissent dans cette somme, ce qui implique que nous n'aurons que des f de i plus 1. Notre tout premier terme étant f3 qui est égal à 2, cela implique que la somme démarre à i égale 1 et se poursuit jusqu'à plus l'infini. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est possible de lier le nombre pi, la suite de Fibonacci et la trigonométrie en une seule et unique formule. Pour ce faire, il faut utiliser la formule de la somme de deux arctangentes, et du fait des propriétés mathématiques des nombres de la suite de Fibonacci, pour chaque nombre ayant un rang pair dans cette dernière, l'arctangente de son inverse peut être décomposée comme la somme des inverses des arctangentes des deux nombres suivants de la suite. Et en répétant ainsi étape après étape ce procédé, en transformant les nombres de rang pair pour avoir les deux nombres de rang suivants, on finit par avoir une somme infinie, liant le très célèbre nombre pi, la trigonométrie via la fonction arctangente, et tous les nombres en rang impair de la suite la plus célèbre du monde. Alors certes, c'est quand même énormément de travail et se prendre la tête puisque, dès le départ, l'égalité pi sur 4 égale arctangente de 1 était une valeur juste, mais quand même, lier ensemble tous ces pans des mathématiques, ça reste très beau. Et ce qui est aussi très beau, contrairement à toutes les autres formules et les méthodes que j'ai pu déjà présenter par le passé, c'est qu'il s'agit ici à chaque fois d'une égalité. Ce n'est pas un calcul qui va s'approcher petit à petit de la valeur recherchée de pi sur 4. Pas du tout. À chaque étape, on a une égalité parfaite. Ce qui implique qu'à chaque étape, on pourrait très bien arrêter le calcul et quand même avoir le résultat que l'on souhaite. Seule la beauté de faire apparaître l'infinité des nombres de la suite de Fibonacci, tout du moins ceux ayant un rang impair, nous motive à continuer pour avoir de façon compliquée, mais très esthétique, une nouvelle façon de définir la valeur de pi. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode spécial PyD, abordant une formule liant trigonométrie, nombre pi et suite de Fibonacci. Avant de partir, prenez le temps de laisser un petit commentaire sous cette vidéo afin d'améliorer son référencement. Pas besoin d'écrire un roman, je vous rassure, un simple mot ou un smiley suffira amplement. Mais vous pouvez également prendre les devants en partageant cette dernière avec un maximum de personnes afin de la faire découvrir au plus grand monde. Et surtout, n'hésitez pas à la liker afin de me faire savoir ce que vous pensez de cette dernière. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici.
Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.